tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 16 octobre. J'ai enfin regardé un nouvel épisode de The Crown et nous allons donc en parler. Ceci dit, il y a quand même beaucoup de choses à évoquer dans cet épisode. J'espère que je ne serai pas trop longue à faire cette vidéo car je n'ai jamais pris autant de notes sur un épisode. Il s'agit de l'épisode de la saison 4, épisode 4, qui parle des enfants favoris. C'est le titre, les favoris. Donc, cet épisode se passe en 1982. C'est rigolo, moi je n'avais que 4 ans. Et c'est là où je me suis pris une claque en début d'épisode. Je me suis dit, mais en fait, le mariage de Lady Diana avec Charles, j'avais que 4 ans. Et pourtant, je m'en souviens. Je me vois encore dans le canapé, malade, etc. J'ai beaucoup de souvenirs de quand j'étais petite. Et c'est assez rigolo, parce que souvent mes frères ne croyaient pas que ce soit possible d'avoir des souvenirs aussi petits. Et si, j'ai donné plein de preuves que ma mère dit si, pour qu'elle se souvienne de ça, il n'y a pas de photos. Je me souviens de ce que ma mère écoutait à la radio quand j'étais toute petite et de souvenirs d'une maison où on a déménagé alors que je n'avais que 3 ans. J'ai des souvenirs d'événements de vie, de comment était la maison alors qu'on a très peu de photos de cette maison. Même des pyjamas que je portais, des chaussons, j'ai plein de détails et souvent ça fait halluciner tout le monde que j'ai autant de souvenirs de quand j'étais si petite. C'est assez rigolo. Quoi qu'il en soit, Margaret Thatcher dedans est convoquée par la reine parce que les résultats au niveau du gouvernement, tout ça, les premiers ministres ne sont pas bons. C'est un peu le bordel en Angleterre. Mais on voit Margaret Thatcher craquer. Elle se met à pleurer, ce qui est extrêmement rare. C'était une femme forte qui ne montrait pas ses émotions. Elle se sent donc quand même vachement honteuse parce qu'elle est la première femme Premier ministre. Elle a beaucoup cette image qu'une femme, ça ne doit pas montrer ses émotions dans le milieu du travail. Elle doit être aussi forte que l'homme. Là, en pleurant, elle se sent un peu honteuse d'être dans ce cliché d'une femme qui pleure, elle trouve ça méprisant, etc. Vous comprendrez mieux au fur et à mesure de l'épisode, vous verrez. Et j'ai compris un peu ce qu'elle ressentait à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'elle qui travaille qu'avec des hommes, elle n'ose pas montrer son émotionnel pour ne pas avoir l'air faible, pour être un peu dans ce rôle d'égal à égal. Moi, j'ai grandi avec que des frères, j'étais la seule fille, donc inévitablement à la maison il y avait beaucoup de garçons et mes frères, si quand on est la petite dernière, on n'est pas toujours on est un peu malmené parfois, vous êtes un peu voilà, ils n'étaient pas non plus méchants mes frères, mais vous voyez parfois on vous en fait voir un petit peu ou on vous prend un peu pour le larbin qui doit faire tout ce que les autres demandent, voilà. Et si je me faisais mal ou je faisais des trucs où je pleurais, on se moquait de vous, vous n'avez pas le droit de montrer vos émotions non plus, voilà, c'est une fille, voilà, la seule fille, elle pleure, voilà ce côté-là, donc voilà. En tout cas, elle a un fils et elle pleure en réalité devant cette reine parce qu'elle annonce que son fils, son préféré, a disparu. Elle dit à la reine, l'enfant que tout le monde rêverait d'avoir, son préféré. Il a en fait disparu dans un rallye. La reine est un peu choquée. Elle en parle à son mari le soir et dit, mais elle a dit que c'était son préféré, ça ne se fait pas. En plus, elle ose l'admettre ouvertement. D'un autre côté, la reine est très hypocrite, elle est que dans les masques, et quelque part, elle-même est un peu pareille, mais elle, c'est à se demander, c'est quoi qui la choque le plus, qu'on ait un enfant préféré, ou qu'elle ose l'admettre. Parce que la reine, elle fait la même chose, sauf qu'elle, elle est faux cul, elle l'admet pas. Donc en fait, voilà. Le duc, donc le père du renard, lui dit, voyons, tous les parents
ont un enfant préféré. Moi, c'est Anne. Et lui dit, et vous? Bah, lui répond personne. Et lui dit, oh, arrêtez, c'est complètement hypocrite. Tout le monde sait qui vous préférez. Donc il vient bien la titiller en lui montrant, t'es en train de critiquer, mais t'es pareil, on est tous comme ça. Donc non, c'est pas vrai, on n'est pas tous comme ça. Quelle horreur. Quelle horreur. Est-ce que les guides, voilà, je vous prends à témoin, est-ce que les guides, j'ai un enfant préféré? J'en ai pas. Voilà. Sortez votre pendule, je vous autorise. Vous voyez comment je suis intègre. Sortez votre pendule tous, je vous autorise à poser une question sur moi. Oui, parce que vous n'avez pas le droit de poser des questions sur moi sans mon accord. Hein, c'est ainsi que ça fonctionne le pendule. Vous n'avez pas le droit de poser des questions sur les autres sans leur accord. Là, je vous autorise, donc vous avez le droit. Posez cette question que je vous autorise à poser. Est-ce que Peggy préfère un de ses deux enfants? 3 si vous prenez opium. Non, mais vous voyez? Alors, est-ce que vous avez une réponse? Vous avez un non. Voilà. Allez un peu plus loin. Demandez au pendule si vos guides à vous, là, présentement, ont vu que vous aviez une préférence pour l'un de vos enfants. Si vous avez un oui, ça pue. C'est que vous leur ressemblez. C'est pas normal, hein. Enfin, c'est pas normal. Moi, ça me choque, hein. Donc là, le père dit « Oh, c'est normal, tout le monde est comme ça. » Bah non, parce que t'es dans la trahison, mon gars. Et la personne qui trahit, elle dit toujours « Mais c'est normal, mais tout le monde fait ça. » C'est une phrase de contrôlant, ça. Hein. Enfin, moi, j'avais beau être contrôlante, j'avais pas ce mécanisme-là. Hein. Je vous ai expliqué comment moi, ma blessure de trahison se traduisait. Quelle horreur. Donc, la reine est très désorientée. Bon, je vais aller me chercher un café quand même, parce que je sens que ça va durer un moment. Voilà, j'étais partie me chercher un café. Par rapport à ça, les guides demandent de vous dire, pendant que j'étais dans la cuisine, que vos enfants représentent tous une partie de vous. Si vous regardez vos enfants, ils sont différents, mais ils représentent tous un miroir de vous. Voilà, donc si vous avez des préférences, bah allez voir pourquoi vous préférez ça. Vous avez peut-être une forme de déni de ce que vous aimeriez être, ou vous pensez que vous n'êtes que ça et vous essayez de vous illusionner là-dessus, ou ça représente un peu ce que vous auriez aimé être. Mais ce que vous reprochez chez les autres enfants, c'est aussi un miroir de vous en général. Je vous délivre ce message comme ça, on m'a demandé de vous le délivrer. Voilà. Moi, personnellement, je vois bien que mes deux enfants ont des similitudes avec moi. Hein. Je vois bien les effets miroirs. Hein. Je suis pas dupe. Hein. Bref. Par rapport à la reine. Donc, d'un seul coup, la reine, on dirait qu'elle a un petit... elle se sent un petit peu piquée, donc elle décide de jouer à la maman, d'un seul coup, hein, elle qui n'a jamais été maternelle. Et d'un seul coup, elle décide de passer du temps avec chacun de ses 4 enfants. On en oublie même que finalement, elle a 4 enfants, puisqu'on ne voit que Charles et Anne. Donc, elle décide d'un seul coup, attention, elle va jouer à la maman, elle va passer du temps avec chacun de ses 4 enfants. Mais, donc, elle va voir le secrétaire en personne, elle dit « Organisez un rendez-vous, un déjeuner avec chacun des enfants, cela seul, mais surtout qu'aucun ne sache que je vois les autres. » Pourquoi? Elle fait des secrets sur tout. C'est peut-être un message. Toxic Mama fait peut-être des secrets sur tout. Oui, voilà. Bon, bah voilà. Qu'est-ce qu'on en revient à la vidéo écoute numéro 2 qui dit que quelqu'un qui fait des secrets sur tout, ça pue. Voilà. Bah là, voilà, les petites cachotteries sur tout, on ne sait pas pourquoi. C'est qu'il y a un mécanisme de manipulation derrière. Hein? Parce que pourquoi vouloir cacher ça? Organiser un déjeuner avec chacun, mais surtout que chacun ne soit, personne ne sache que je vois aussi les autres. Donc c'est quoi? C'est pour montrer tu es mon enfant préféré?
parce que tout le monde sait, c'est ce qu'il a dit le mari, tout le monde sait que tu as un enfant préféré. Ah, allons brouiller les pistes, je vais manger avec chacun d'entre eux, mais que chacun croit que je ne mange qu'avec lui. Misère. On plaint ce genre de mère. Bref. Elle demande aussi, elle demande à son secrétaire, si vous pouviez aussi me faire une fiche de ce que chacun de mes enfants aime dans la vie, ses passions, ses hobbies. Ah oui, là je me suis dit, ah ouais, on en est là, hein, elle les connaît tellement peu qu'elle a besoin que l'équipe de secrétaire et voilà, hein, son équipe fasse une enquête sur chacun des enfants. Je vous avais déjà dit dans une vidéo qu'elle apprenait des choses sur ses enfants dans les journaux. Voilà, elle a tellement pas de contact avec eux, elle s'intéresse tellement pas à eux, contraction, qu'elle a besoin que le personnel lui fasse une fiche de ton fils, ta fille aime ça, 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 avant le déjeuner. Et elle le dit, ce serait fâcheux que j'apparaisse mal informée ou froide. Voilà. Donc, oh là 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 là. On se dit, mon Dieu, le fiasco. La nana, alors là, c'est sûr, elle, côté contrôlante, elle est contrôlante. Hein. Mais fort heureusement, je suis bien contente de ne pas avoir eu une blessure de trahison comme la sienne. Hein. Parce que ça, mon Dieu, que c'est les. Hein. Finalement, je préférais être une serpillière que d'être calculatrice comme elle. Mon Dieu. Finalement, elle voit le prince Édouard. Édouard est paniqué déjà à l'idée que sa mère voulait le voir seul et manger avec. Qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qui lui prend? Et il dit, pourtant je reçois bien mon argent. Voilà, le seul lien qu'ils ont, c'est l'argent. Bah, l'argent, il vient bien sur mon compte en banque. Pourquoi tu veux me voir? Voilà. Il lui demande ce qu'ils vont manger. Et il devine ce qu'ils vont manger. Parce qu'il dit, bon, de toute façon, c'est toujours la même chose qu'on mange. Voilà, c'est toujours le même qu'on mange. On voit la reine qui se décompose un peu avec un petit sourire. Elle se sent un peu conne. À un moment, elle sort cette phrase lors de leur entretien. Elle dit, un homme ne se connaît réellement que si sa vie a été menacée ou si on lui a donné du pouvoir. Vous en pensez quoi de cette phrase? J'ai beaucoup aimé cette phrase. Pourquoi? Parce que c'est un peu ce que vous allez vivre sur votre montagne. Un homme ne se connaît réellement que si sa vie a été menacée. À un moment, vous allez vivre des expériences où, en effet, le fait de vous sentir menacé, c'est là où vous allez voir vos réactions, ce qui est important pour vous. Vous allez en apprendre sur vous. Inévitablement, c'est des expériences intéressantes à vivre. Et ensuite, ou si on lui a donné du pouvoir, oui. Parce que quand on vous donne du pouvoir, comment vous comportez-vous? Est-ce que vous devenez abusif? Est-ce que vous restez droit dans vos bottes? Est-ce que vous restez aligné sur vos valeurs? Moi, quand on m'a fait vivre des expériences par rapport à ça, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, les guides ont vu que je préférais perdre mon pouvoir que de me prostituer et de ne plus être alignée avec mes valeurs. Et les guides ont vu comment j'étais. Voilà, contraction. C'est que non, ça ne me fera jamais tourner la tête, on n'arrivera pas à m'acheter, il est hors de question que je perde mes valeurs et vous aurez tous à vivre ça. Toutes ces preuves de comment vous vous comportez, les choix que vous faites. Je préfère perdre de l'argent que de ne pas être aligné. L'argent ne pourra jamais m'acheter. Et j'ai souvent des défis autour de ça. Les guides me testent souvent là-dessus. Ah non, ça n'a jamais pris. Et même avant de faire mon éveil spirituel, sans savoir
que les guides nous testaient sur ça. J'en ai déjà parlé dans les vidéos, je ne vais pas revenir dessus, mais vous serez testés sur ça. Et donc cette phrase, je l'aime beaucoup, et vraiment j'aime beaucoup cette phrase. J'en ferai peut-être une petite carte. J'aime beaucoup. Au final, en ayant cet échange avec Édouard, on se rend compte qu'il est cynique. Il est content de raconter qu'il dénonce les gens. Mais c'est pas... Dans les anecdotes qu'il raconte, c'est pas de la belle dénonciation, c'est de la dénonciation un peu malsaine. Il faut regarder l'épisode pour comprendre ce que je dis. Vous voyez, c'est sûr que si vous voyez le voisin en train de violer la voisine, faire de la dénonciation, là c'est normal. Non, lui c'est une dénonciation, c'est malsain. Voilà, c'est malsain dans le contexte expliqué. Et donc, elle est un peu choquée et elle le trouve injuste. Elle utilise le mot, elle lui dit mais ça c'est injuste. Elle qui est rigide, c'est un peu rigolo. Hein. Mais vous voyez que son fils, il en a rien à foutre. Il s'en tape, hein. Il s'en tape. Et il dit, mais c'est typique des rigides, ça. Hein. Et il dit que lui-même a été harcelé de par son statut et son nom, donc il en a rien à foutre. Et vous voyez, hein, avec son sourire, il n'a rien à foutre. Genre, moi j'ai vécu une injustice, donc rien à foutre, je suis dans mon bon droit. C'est typiquement ce que fait un rigide. Le rigide a vécu une injustice, et comme il a vécu cette injustice, il est dans son droit. Il ne voit pas où est le mal, d'être injuste avec les autres. Et donc, comme il combat les injustices, qu'il est intolérant à plein de choses, il estime qu'il est dans son bon droit de faire cette dénonciation, que c'est lui le juste, c'est lui la justice. Donc il fait bien. Mais en fait, pas du tout. Et ça, c'est très typique des rigides. Donc inévitablement, quand vous avez une blessure d'injustice, je vous conseille d'y travailler fortement, parce c'est la blessure la plus laide. C'est la plus laide. Pour le coup, vous voyez qu'elle est très étonnée, elle est en train d'apprendre que son fils a été harcelé. Elle ne le savait pas. Ben non, elle n'a pas de lien avec ses enfants, elle ne les voit pas, elle n'a pas de complicité, donc elle est en train de l'apprendre. Donc vous voyez son visage étonné, et il se met à lui raconter un peu tout ce qu'il a vécu dans ce harcèlement. Mais quand il en parle, on voit qu'il est coupé de son émotionnel. Et très rapidement, il rebifurque sur « Oh, ne faites pas cette tête hein !» Et il bifurque sur ses bons résultats. Voilà. Donc là, on revoit vraiment quelqu'un qui est coupé de son senti. Il n'a même pas d'émotionnel en parlant de ce qu'il a subi. Vous voyez, quelqu'un qui est connecté à ses émotions, il aurait quand même des larmes, un peu d'émotion, quelque chose, la voix qui tressaute, le regard qui change, vous verriez une pointe de tristesse. Lui, rien. Froid, une froideur, le sourire, voilà. Très bizarre, on voit qu'il est coupé de ses sentiments. Donc là, on retrouve bien le côté rigide. Le rigide est coupé de ses sentis. Hein. Donc, voilà. Il n'est pas dupe. Il dit à sa mère que franchement, il n'est pas stupide. Il sait très bien qu'on s'intéresse à lui pour son nom, beaucoup plus que pour ses vraies compétences. Ça doit être dur, ça, dans la vie. Hein. Ouais, ça doit être dur. Se dire qu'en fait, on ne vous choisit pas pour vous réellement, mais pour votre statut, pour votre nom, pour votre argent, votre renommée. Vous ne pouvez pas être heureux. Vous savez pertinemment qu'on vous a choisi pas pour les bonnes raisons. Et ça, c'est laid. Et dans la famille du runner, c'est souvent comme ça. Et ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Vous voulez que je raconte ça ? D'accord. Bon, allez, vous allez connaître une anecdote sur moi. Vous savez, quand j'étais gamine, je vous ai dit que moi, je rasais beaucoup les murs, je voulais pas être vue, etc. Et je voulais être transparente. Et en fait, j'ai été une gamine précoce. C'est que dans ma famille, les femmes de ma famille ont leurs règles tôt, et inévitablement,
votre corps change avant les règles, de ce qui veut dire que j'ai eu de la poitrine tôt. Et j'étais en école primaire, comme ma fille, et j'avais déjà de la poitrine. En CM1, CM2, j'avais déjà de la poitrine. Et en fait, les garçons s'intéressaient à moi que pour ça. Les garçons me couraient après que pour ça. Donc moi, j'étais, comme toute gamine, folle amoureuse de certains garçons, à des époques de ma scolarité, et eux ne s'intéressaient à moi que parce que j'étais la seule gamine de cet âge-là à avoir de la poitrine. C'était pas pour moi, c'était pour mes seins. Je peux vous dire que vous vous sentez pas nourri de l'intérieur. Vous savez très bien qu'on s'intéresse pas à vous pour la bonne raison. C'est un exemple con, mais c'est la même émotion. Donc en fait, je comprends ce que vit ce garçon, c'est que inévitablement, c'est pas flatteur, ça peut pas nourrir. On vous aime pas pour les bonnes raisons. Quand vous portez des masques, c'est pareil. On vous aime pour votre masque, mais on vous aime pas pour vous. Donc en fait, il n'y a pas d'intérêt d'avoir des masques, parce que vous serez malheureux toute votre vie. Vous n'êtes pas dupe, vous savez au fond de vous qu'on ne vous aime pas pour les bonnes raisons. On vous aime pour le rôle que vous jouez et pour votre masque. Vous êtes pris à votre propre piège, vous voyez? Pour le coup, encore par rapport à ça, il n'a pas d'émotionnel. Il est encore coupé de ses émotions. Et il dit, il faut bien qu'il y ait quand même quelques avantages à porter ce nom. Donc en fait, il n'y a pas d'émotionnel, le gars. Donc, premier enfant, entretien, le fils n'est pas heureux, c'est limpide, pas d'émotionnel, quelqu'un de froid, qui s'est fait harceler, qui n'a plus d'émotionnel, qui a l'air aigri, qui a l'air cynique. Ça donne pas envie. Entre-temps, on revoit Thatcher. Elle, il y a un gros conflit en Argentine. Et on lui demande, elle reçoit le conseil de ses conseillers de ne rien faire et ne rien entreprendre. Thatcher s'énerve et elle dit cette phrase, « Comment les choses peuvent aller bien si nous ne faisons rien ? Comment les choses peuvent aller bien si nous ne faisons rien ?» Et vous, vous en pensez quoi ? Est-ce que dans votre vie, vous pensez que les choses peuvent aller bien en ne faisant rien ? Moi, je l'ai cru. Ouais, j'étais une serpillière, en suradaptation. Être passif et attendre que ça passe, que le temps passe et rien ne se passe, tant que j'avais pas à vivre de conflit, que j'avais pas trop d'emmerdes, on va attendre que l'orage passe. Non, les situations s'enveniment. Hein. J'ai perdu beaucoup de temps, j'ai subi beaucoup de trucs, ça ne fait que s'empirer. Si vous attendez que les autres autour de vous se réveillent et changent, oh mon Dieu, vous pouvez rêver longtemps, vous serez un squelette sur votre banc encore en train d'attendre. Hein. Non. Je me suis réveillée, j'ai compris que, ok, j'allais devoir bouger mon cul et que j'allais devoir reprendre mon pouvoir. Si j'attendais l'extérieur, le temps passe et rien ne se passe. C'est ça. Donc vous, si vous êtes encore à ce stade-là, vous êtes en train de perdre du temps et des années de vie. Voilà. Hein. La vie est précieuse. Hein. Voilà. Bref. Donc là, elle montre quand même une connexion au cœur à ce moment-là. Et vous voyez qu'elle n'est pas du tout dans la peur du conflit. Là, elle est connectée au cœur. Dans cette anecdote qui se passe, parce qu'elle ne veut pas qu'on laisse des gens de côté en danger, elle est connectée au cœur, alors que ses conseillers lui disent qu'il ne faut rien faire, ça pourrait créer un conflit. Vous voyez ? Donc là, on voit le côté combattant, et ça, c'est plutôt bien. Thatcher n'est pas le meilleur exemple dans cet épisode, mais là, ce truc-là, il est OK. Voilà. Hein ? Donc là, vous avez quelque chose à retenir là-dessus. Être connecté au cœur, et non pas cette peur du conflit. Il faut aller défendre quelqu'un en danger, vous pouvez pas rester passif et laisser faire. D'un autre côté, moi j'en étais quand même pas là, à laisser des gens en danger. Hein. C'était sur la peur du conflit, mais c'était pas non plus
à laisser des gens en danger, hein. Fort heureusement, j'ai quand même pas été toxique non plus à ce point-là. Quand même. Moi, j'avais le syndrome de sauveur, donc ça venait réguler un peu le truc, hein. Voilà, ça me maintenait quand même là-dedans. Mais le syndrome de sauveur n'est pas ok, hein, parce qu'il vous remet en sacrifice et en suradaptation. Donc en fait, voilà, hein, mais disons qu'entre mes dysfonctionnements contrôlants, c'est ce qui me maintenait à pas être non plus quelqu'un de toxique à un extrême, voilà. Avoir quelqu'un, bah non, bah ouais, les guides disent, bah non, inévitablement, on raconte, d'accord, bon, je raconte encore une autre anecdote. À un moment, je vivais dans un appart et c'était un quartier très calme, et puis rapidement, un gamin est venu vivre, adolescent, chez sa mamie en bas, et il avait des mauvaises fréquentations, et il ramenait plein de lascars. D'un seul coup, c'était mal fréquenté alors qu'avant c'était calme, et ils faisaient les brigands, ils ont mis le feu à une voiture, je les voyais tabasser d'autres gamins, et moi tous les soirs, au contraire, hein, je faisais de la dénonciation, j'appelais la BAC tous les soirs. Je suis allée voir le maire pour faire des dénonciations avec les noms. Je suis allée, j'ai fait des dénonciations à l'agence immobilière. Ils ont eu des avis d'expulsion. Tout le monde savait que ça venait de moi. J'étais la seule du quartier qui l'ouvrait. Donc vous voyez, mon côté serpillière, mon syndrome de sauveur venait quand même pas me faire faire. Voilà, j'étais pas toxique, hein, j'étais pas quelqu'un de passif, hein, surtout ça, pas du tout. J'avais ce syndrome de sauveur à tel point qu'à un moment, il était nécessaire pour ma sécurité qu'on déménage. Parce que on savait, que tout le monde savait que c'était moi, et j'étais un peu trop repérée, hein. Je finissais par avoir peur de rentrer chez moi le soir, hein, dans le noir. Et je me rappelle, il y avait une dame, elle pleurait sur le fait que je déménage parce qu'elle sentait que j'étais la seule justicière qui essayait de se battre, qui osait l'ouvrir. Mais j'allais quand même pas. Mon syndrome sauveur avait quand même ses limites, hein. Voilà. Mais vous voyez, voilà. Donc vous êtes comment par rapport à ça? Essayez de jauger où vous en êtes. Vous voyez, on me pousse toujours à raconter des choses de ma vie. Vous aurez des pièces de puzzle au compte-gouttes, hein. Bref. Ensuite, nous partons voir la reine qui va voir sa fille Anne. Donc là, elle fait un petit pique-nique avec elle. Bon, on voit que Anne n'est pas super joyeuse à l'idée de passer ce déjeuner avec sa mère. Qu'est-ce qu'elle me veut? Oh là là, vous voyez. Et Anne semble assez virulente, frustrée, en colère. Elle parle des journalistes et elle dit qu'elle en a plein le cul de ces chacals. Elle dit qu'ils sont méchants avec elle. Les médias sont pas gentils avec elle. Qu'elle fait beaucoup de choses par rapport à des gens en difficulté, mais que dans la presse, on ne la mentionne jamais pour les choses bien qu'elle fait. Que dans les médias, elle est sans cesse comparée à Diana, qui, elle, Diana, fait rien. Elle se contente de mettre une belle robe et de sourire bêtement, alors qu'elle fout rien et les médias l'aiment. Ouais, bah c'est vrai que Diana a très bien su manipuler les médias. Contraction, hein. Pour le coup, elle était appréciée. Et Anne, qui faisait beaucoup plus de choses en toute discrétion, elle, on la mentionnait même pas pour ce qu'elle faisait. Donc on voit que naît une concurrence entre Anne et Diana, mais d'un autre côté, rappelez-vous les épisodes précédents, Anne a joué la tierce en tant que sœur du runner. Elle a poussé son frère dans les bras de Diana à se marier avec. Oh, c'est la bonne étoile, etc. Inévitablement, vous savez que quand vous agissez mal par stratégie et que vous conseillez mal les gens, ça se retournera contre vous. Contraction, karma. Elle a fait la tierce. Aujourd'hui, ça vient taper là où ça fait mal.
aujourd'hui, elle est comparée à cette tierce et aujourd'hui, elle est jalouse. Elle n'aime pas trop ça. Ouais, bah, elle n'avait qu'à pas jouer à la conne non plus. Voilà. En tout cas, on la voit beaucoup sur la défensive. Elle est mariée, mais sa mère, pour une fois qu'elle mange avec elle, lui prend la tête sur le fait qu'il y a des rumeurs que bien qu'étant mariée, elle est un peu trop intime avec un autre monsieur. Et que ces fameuses rumeurs chagrinent. Au niveau de la couronne, tout ça, ça se fait pas. Donc, la reine lui annonce qu'on va devoir faire une mutation de ce gars. Tout est déjà décidé. Il faut éloigner cet homme d'elle. Les décisions sont prises, elle l'annonce, ça va être fait comme ça. Anne se décompose en disant « Mais ne faites pas ça, c'est le seul qui me rend heureuse. » La reine en a rien à foutre. Hein. Vous savez que l'amour dans cette famille, s'il y a quelque chose qui vous rend heureux, on vous le retire. Hein. On n'a pas le droit d'être heureux. Hein. Donc, c'est la réputation, c'est l'image. Il n'y a que ça qui prime. Donc, elle lui dit « Mais vous avez tant pour être heureuse. » Donc, comme quoi, elle n'écoute pas son enfant. Elle ne donne pas de légitimité à ses émotions. C'est typique de la toxic mama et de l'éducation de la toxic mama. C'est les « il faut », « tu dois », les sentiments, on s'en fout, ta souffrance, on s'en fout, tu as tout pour être heureuse parce que tu n'es connectée qu'au matériel, tu as de l'argent, donc en fait tu as tout pour être heureuse, fais pas chier, ta gueule. Voilà, c'est un peu ça. Désolée, c'est sorti tout seul. Voilà. Concernant la reine, donc vous avez tant pour être heureuse. Elle n'écoute pas du tout sa fille, aucune capacité d'écoute. Sa fille vient de lui dire qu'elle est malheureuse, que cet homme c'est la seule qui lui rend heureuse. Elle lui demande même pas pourquoi, qu'est-ce qui va pas. Je savais pas que ça allait pas avec ton mari, mais parle-moi ma chérie, tu sais que tu peux me parler. Oh, rien de tout ça. C'est mais vous avez tant pour être heureuse, on va vous le retirer. Donc Anne lui répond bah, si j'ai tout pour être heureuse, alors pourquoi est-ce que rien ne me satisfait? C'est bien le signe que je suis pas heureuse. Rien ne me satisfait. Voilà. Le avoir, l'argent, tout ça, ça la remplit pas, elle s'en fout, elle n'est pas heureuse de l'intérieur. Et la reine lui répond « Ça reviendra si vous êtes patiente. » Donc voilà, on est vraiment dans le déni des émotions. Tu ne souffres pas, non, tu n'as pas le droit de souffrir, fais pas chier. La souffrance n'est jamais reconnue. Coupe-toi de tes émotions encore, dérange pas, sois un bibelot sans émotion. On retrouve bien l'éducation dans la famille du runner, dans cette secte. Anne, elle la regarde, elle dit « C'est ça le conseil? C'est ça le conseil ?» La reine lui répond « Ce genre de choses, donc l'amour, qu'elle soit amoureuse de cet homme, finit par passer si vous savez attendre. » Voilà. On peut, l'amour c'est pas important, ça passera, c'est comme une maladie, c'est comme un rhume, soyez patiente, ça va passer, voilà. Hein, l'importance de l'amour, de toute façon ils ont fait ça avec tout le monde dans cette série, donc on continue la merde, on continue ce qu'on a l'habitude de faire, voilà. Anne répond, elle dit qu'elle est effrayée, car elle se sent en fait de plus en plus contrôlée dans cette famille, elle se sent traquée, et qu'elle en est à un stade où elle est effrayée de voir qu'elle n'a même pas que de la colère, qu'elle a en plus à ce stade de l'épuisement et qu'elle veut tout envoyer chier. On sent le désespoir qui envahit Anne. Hein, on sent le désespoir qui l'envahit. Et la reine lui répond « Ça aussi, ça passera. » Donc Anne lui répond « C'est tout? Ne rien faire est votre solution à tout ?» Ouais. C'est très typique de la toxic mama. C'est être passif, ne rien faire. Attends que ça passe. Ça vous étonne pas que le runner est dans la même énergie. Le temps passe et rien ne se passe. On voit bien les conseils de cette mère, le mode d'éducation. Donc c'est sûr que quand on a grandi autrement, quand on entend la messe de toxic mama, mon Dieu, quelle horreur. On comprend mieux pourquoi le runner est comme ça. Hein, ça va passer. Ouais, bah, l'amour, c'est pas important, ça passe, c'est comme une maladie. Ça passera.
Donc en fait, là, on est quand même content que Anne lui réponde ça. C'est tout. Ne rien faire est votre solution à tout. C'est ça. Donc là, on est content de voir que Anne parle bien. Voilà. Donc là, allez, deuxième enfant malheureux. On se dit, waouh, que de dégâts. On retourne du côté de Thatcher. Donc Thatcher, elle rappelle qu'elle est avant tout une mère, qu'elle a enfin retrouvé son fils. Et devant les médias, elle dit devant les médias qu'elle est avant tout une mère. Hein. On vient de retrouver son fils, elle est heureuse, qu'elle n'est pas que Premier ministre, elle parle au micro. Vous me connaissez comme Premier ministre, mais vous voyez, je suis extrêmement heureuse parce qu'avant tout, je suis aussi une mère. La reine regarde ça, on sent qu'elle tique un peu, elle a conscience que elle, c'est loin d'être le cas. Qu'elle vibre pas comme Thatcher. Elle n'a pas ces émotions-là envers ses enfants. Vous le voyez, elle se dit merde. Ouais, moi, c'est pas mon cas. Hein. Voilà. Bref. En tout cas, Thatcher qui retrouve son fils est très ingrat. On voit que c'est un enfant roi capricieux, vous le verrez à table. Son comportement n'est pas du tout OK avec tous les gens de sa famille. Il a été éduqué en enfant roi. Un enfant roi qui est mis sur un piédestal, c'est laid. Et là, vous allez le voir, ce fils de Thatcher, c'est laid. Le rapport entre ce fils et Thatcher est très malsain. C'est le fils préféré de Thatcher. Et c'est là où d'avoir un enfant préféré rend l'enfant toxique. L'enfant devient con, il devient un enfant roi. Et vous devez voir cette scène, vous devez voir cet épisode, vous devez voir comment ça se passe, vous devez voir la souffrance des autres enfants à côté. Vous devez voir comment il est con. Et Thatcher, à un moment, il dénigre la sœur. Bah ouais, la sœur, elle est trop nulle comparée à l'enfant prodige, à l'enfant parfait, à l'enfant que toute mère rêverait d'avoir. Ils sont méprisants envers la sœur. Et on a mal au cœur pour cette sœur qui est transparente à côté. Elle est dénigrée, elle est humiliée. Vous voyez qu'elle se resserre de l'alcool pour encaisser les humiliations ouvertes, où ils se mettent à deux, la mère et le fils, à la dénigrer. Et elle répond, mais bien évidemment, elle, c'est qu'une femme. Après sa fille. Elle aussi, elle est une femme. Sa fille se sent donc humiliée, transparente. Elle s'isole un peu avec son père en arrière. Son père voit qu'elle est malheureuse. Ils ne sont tous les deux que des figurants, en fait, le père et la fille. Il y a une relation très malsaine, un peu incestueuse entre la mère et le fils. Les autres comptent pas. C'est très malsain. Et le père dit à sa fille, tu sais, c'est normal, les mères sont ainsi avec leur fils. Non, arrêtons d'édulcorer et de dire que c'est normal. Réapprenons à être choqués, c'est pas non, c'est laid, c'est extrêmement laid. J'ai pas vu ma mère être comme ça avec mes frères, hein, désolé. Hein. Faut sortir de ces sectes-là et de dire que c'est normal et que c'est partout pareil. Non, c'est honteux, ça se fait pas en fait. Donc si les toxiques mamas sont comme ça avec les runners également, non, c'est pas normal, hein, réveillez-vous, hein, c'est laid. Hein. D'extérieur, c'est pas beau. Hein. Parce que si votre mère, elle vous rend con comme lui, ben désolé. Hein. Bref, on retourne du côté de la reine qui rencontre son enfant 3, le prince Andrew, qui arrive. Alors lui, il est à fond dans la dalidite, lui, il arrive en hélicoptère, bim bam badaboum, on dirait Belmondo. Il est carrément dans la dalidite, lui, il est un peu foufou, il en fait des tonnes. Et lui, il annonce qu'il aimerait se marier avec une actrice qui fait des films érotiques. Et il présente ça comme c'est de l'art. Donc lui, ça vaut le détour aussi d'écouter tout son discours. Lui, il a l'air à moitié cinglé. La reine, elle est complètement dépassée. C'est bien, ça la dépoussière un peu. Tous ces gamins sont complètement cinglés. Voilà. Donc, le troisième enfant, c'est loin d'être une merveille non plus. Hein. On retourne chez Thatcher. Ça fait que ça, en fait. On retourne chez Thatcher. Elle, on voit que dans son travail, elle prend toutes ses décisions un peu trop seule.
très contrôlante, elle ne décide pas avec les autres. Elle utilise à la maison sa fille, hein, qui n'est pas la préférée, comme une bobonne. Elle lui manque de respect. Et sa fille lui fait remarquer: pourquoi tu as une préférence? Et Thatcher fait: mais non, je n'ai pas de préférence. Alors qu'elle l'a dit l'autre fois à la reine: c'est mon fils préféré. Voilà. Et donc elle est très faux cul dans ses masques, Thatcher, devant sa fille. Sa fille lui dit: ce n'est pas parce que tu as une relation difficile avec ta mère que cela doit impacter tes relations avec les autres femmes, et surtout pas avec ta fille. Wow, on se dit bravo. Putain, les deux filles, Anne et la fille de Thatcher, là, c'est bien, elles parlent bien dans cet épisode. Parce que c'est exactement ça. Thatcher a eu un problème de relation avec sa mère, et ainsi, elle est méprisante envers les autres femmes et avec sa fille. À chaque fois, Thatcher répond: non, ce n'est pas le moment. Alors, elle dit que c'est pas... Attendez, je vais revenir. Thatcher lui dit: c'est pas le moment de parler de ça, etc. Voilà, elle essaye toujours de fuir la conversation. Les runners font exactement la même chose. Ils veulent jamais avoir de conversation avec leur chaser. Non, mais je te raconterai ça plus tard. Le plus tard n'arrive jamais. Non, mais c'est pas le moment. Voilà, c'est toujours comme ça. C'est toujours la fuite. Il faut pas communiquer. Il faut pas parler. La fille lui répond: tu ne tiens pas compte de moi. Tu me négliges. Tu préfères mon frère. Et donc Thatcher lui dit: oui, parce qu'il est plus fort. Comme mon père, lui, il était plus fort. C'est vrai, tu as raison, j'avais des soucis avec ma mère. Mais ce n'était pas lié à son sexe, mais à sa faiblesse, à être qu'une femme d'intérieur. Donc là, on voit, elle lâche le morceau. Elle avoue à sa fille: oui, je préfère ton frère parce qu'il est plus fort que toi. Non, j'ai pas de soucis avec les femmes, mais j'avais un problème avec ma mère parce qu'elle était faible. C'était une femme d'intérieur. Et donc, en fait, là, on voit son mépris. Sauf que ça ternit toutes ses relations avec toutes les femmes. Parce que si vous reprenez, quand elle a rencontré la reine, elle était comme ça avec la reine. C'est qu'elle avoue qu'elle n'aime pas les femmes. Et il y a plein de trucs où vous voyez qu'elle n'aime pas les femmes. Elle est dans un déni de son vrai problème. C'est qu'elle met toutes les femmes dans le même panier. Elle se voit, elle, être la seule femme qui est différente sur Terre. C'est laid, hein, c'est extrêmement laid. Si parmi vous, il y a des femmes qui pensaient comme ça, c'est laid, hein, c'est extrêmement laid. Ce mépris envers la femme. Vous avez un problème, hein, si vous mettez toutes les femmes dans le même sac et que vous aimez aucune femme, vous avez un sérieux problème. Et allez voir votre relation avec votre mère. Vous allez trouver où est le problème. Je sais, j'ai des personnes en coaching qui sont comme ça, et on y travaille. Hein. On y travaille, hein. Ça, c'est pas du tout OK. C'est un côté rigide, hein. On met toutes les femmes dans le même panier. On a un mépris des autres. On se sent supérieur aux autres. Bref, elle ajoute: il y a des limites à ce qu'on peut faire. Ouais, c'est ça. Elle ajoute à sa fille qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire avec une personne, quand la personne est elle-même limitée. Et là, elle parle d'elle, en fait. Elle est en train de dire à sa fille qu'il y a des limites. Elle ne peut pas faire tout avec elle parce qu'elle-même, sa fille, elle est limitée. La fille se prend ça de plein fouet. Qu'elle est une personne limitée, qu'elle est moins bien que son frère. C'est gerbant, ça fait mal au cœur. Et franchement, vous devez aller le voir. Parce que si vous faites des différences entre vos enfants, vous avez besoin d'aller voir la souffrance de l'enfant qui est moins aimé. Vous devez aller le voir. Parce qu'elle est plus sensible que son frère, tout ce qu'elle se prend dans sa gueule. Vous avez besoin d'aller le voir pour avoir des conscientisations si vous faites la même chose. Que vous avez un mépris de votre enfant plus sensible. Que vous préférez l'enfant fort, solaire, qui en fait des tonnes, qui est plus fort, et que vous méprisez l'autre, et que vous faites des différences. Vous devez aller voir les dégâts que vous faites chez vos enfants. Parce que peut-être que vous avez été le bien-aimé, mais il y a eu des dégâts. Votre mère, elle n'a pas bien fait de faire ça. Et si vous dupliquez ça, c'est honteux. C'est honteux, honteux, honteux. C'est toxique, c'est horrible. Ensuite, on repart voir l'enfant 4, Charles. Ce Charles qui vit cet amour fou avec Diana.
Le couple modèle, le runner et Karmika. Donc Diana est tellement heureuse qu'elle passe son temps enfermée dans sa chambre. Elle veut même pas voir la reine. Elle est déprimée et enceinte dans son lit. Ah, qu'il est beau ce couple, c'est l'amour fou. Ah là là, les paillettes. Ah, quel bel amour. Ah, ça respire l'amour chez le runner. Voilà. Donc Charles parle derrière la porte. Ouais, il se parle même pas, il est derrière la porte pour réussir à lui parler et il exige qu'elle fasse bonne mine devant sa mère qui vient. Ah bah oui. Faut pas contrarier Toxic Maman, voyons. Quand je vois ça, vous savez ce que j'ai vibré? C'est que je me dis, si elle est enceinte, c'est que c'est franchement un gros porc, il a quand même couché avec. Voilà ma réflexion que je me suis dit. Je me suis dit, t'es quand même un sacré gros porc parce qu'elle est enceinte. Donc si elle est enceinte, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit. Tu l'as niqué. Tu l'as niqué. Mais en fait, sa maison qu'il vient d'acheter, elle est à 15 minutes de sa chez eux. Et là, inévitablement, je vibre le t'es vraiment qu'un gros porc. Voilà. Voilà. Je suis cash avec vous. Voilà ce que j'ai vibré. Est-ce que j'ai eu raison de vibrer ça? Voilà. Les guides, je pense qu'ils le vibrent aussi. Voilà, inévitablement, c'est un gros porc. Voilà. Il utilise tout le monde, lui. Hein. Et puis après, tiens, fais bonne figure. Voilà. Pff, quelle horreur. Bref, il l'accueille dans sa nouvelle maison, la reine. Hein, c'est le silence, il n'y a même pas d'oiseaux dans le jardin. Ah, ben c'est la maison du bonheur. Hein. Ouais, même pas d'oiseaux dans le jardin. C'est le silence total, c'est austère. La reine lui fait remarquer. Mais il n'y a même pas d'oiseaux dans ton jardin. C'est un silence total. Oui. C'est très symbolique, hein. C'est très symbolique. C'est une maison où il n'y a pas de vie. Voilà, c'est ça. Avec l'autre qu'elle est enfermée dans sa chambre, en train de déprimer. Bref. Charles se met à philosopher sur le jardinage. Il montre sa philosophie, que suivre les règles, c'est ennuyeux. Ben, n'empêche qu'il le fait. No comment. La reine lui montre d'ailleurs un peu ses contradictions. Donc, ce moment-là, il est un peu rigolo. Bref. On voit même qu'elle écoute peu, hein. Elle s'emmerde, hein. Ah là là, elle s'emmerde à l'écouter, elle change de sujet, elle coupe la parole, ça le saoule. Et alors que lui vend un peu son bonheur, sa vitrine, bonheur de merde, il n'y a pas de bonheur, arrête ton cinoche, voilà. Bref, à un moment à table, il lui parle de Diana, que finalement Diana n'est jamais heureuse, elle est toujours devant sa télé, elle n'est pas curieuse intellectuellement. Franchement, elle a aucun intérêt. De base, ça, on est censé le découvrir avant de se marier, accessoirement. Ouais, mais là, comme ils ont décidé, marie-toi et après tu feras connaissance avec elle, ouais, bah on fait les choses dans le désordre, hein, chez le runner, voilà. Donc, bah voilà, ça se retourne contre lui, il n'avait pas qu'à être con-con et chien-chien à faire ce que maman et papa ont décidé, hein, pour le coup. Voilà. Mais en tout cas, il a acheté sa maison à 15 minutes de chez Camilla et la reine le sait. Donc la reine, ça la rend vénère. Oui, bah, c'est quand même la daronne, c'est elle qui décide de tout. Avec Anne, on retire le prince charmant à qui elle s'attache. Sa sœur n'a pas eu le droit de se marier. Enfin bref, vous voyez, un peu le cinoche. On continue toujours, hein. Voilà, c'est elle qui tire les ficelles de tout. Donc c'est inadmissible, il doit lui rendre des comptes, tu te rends pas compte, tu habites à 15 minutes, etc. Et lui, dans son discours, il dit que il la voit quand il a besoin de réconfort. Donc là, dans ma tête, je me redis, putain, encore une fois, espèce de gros porc, voilà. Et il se prend un sermon de sa maman. Maman, elle lui fait un petit sermon à son petit fiston, voilà. Et elle lui dit de veiller au bien de Diana. On voit qu'il n'y en a rien à foutre de Diana. Rien à foutre. Franchement, on se demande pourquoi il s'est marié. Bref, no comment. Au final, 4 enfants malheureux. C'est la belle éducation de Élisabeth, notre reine mère, qui réussit du feu de Dieu. Elle réussit pas vraiment son rôle de maman. Elle aurait mieux fait de ne pas avoir d'enfants. Bref. Le soir, elle veut parler de ses enfants avec son mari. Et elle explique à son mari, « Nos enfants se sont perdus dans leur désert personnel. » Sans blague. Tout de suite, le duc lui répond, « Pas Anne, lui, sa préférée. » Elle lui dit, « Ben si, son mariage est perdu. »
Il n'est même pas au courant de comment va sa fille. Hein. Vous voyez, c'est sa fille préférée, mais il n'est même pas au courant de comment elle va. Putain, ils sont tous faux culs là-dedans. Bref, Édouard, il dit, Édouard n'est pas perdu. Ben, lui dit, ben si. Il dit, Charles, par contre, il a toujours été perdu. Donc lui, là-dessus, il a son avis. Et elle lui répond, mais quant à Andrew... Et là, il lui dit, c'est lui votre préféré, c'est Andrew. Vous voyez le Andrew, là, le solaire, le tout foufou, en pleine dalidite, vous voyez, c'est lui, celui qui veut se marier avec la prostituée, là. Voilà. Pas la prostituée, la nana qui fait des films érotiques, c'est ça. Voilà. Ah, ça va lui changer à elle, hein. Il va falloir qu'elle ouvre son esprit, hein. Waouh, voilà. Bref, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Qu'il n'aura pas le droit? Je sais pas, hein, c'est le préféré, hein. Quand même, la vitrine, tout ça. On est curieux de savoir, hein, si elle va avoir cette ouverture d'esprit, pour le coup, les règles. De toute façon, en général, l'enfant préféré va venir bien titiller le parent et le mettre bien dans l'inconfort, parce qu'il va le manipuler, inévitablement. Donc on s'attend à ce qu'Andrew vienne bien lui faire vivre de l'inconfort, puisque c'est lui le préféré. Bref. Elle demande à son mari, mais au final, tout ça, qu'est-ce que ça dit de nous? Les parents? Elle avoue que finalement, elle a voulu avoir des enfants dans la vie pour se prouver qu'elle avait ça en elle, qu'elle avait une maternité en elle. Elle voulait se prouver quelque chose, mais qu'au final, même quand ils étaient bébés, elle ne savait pas les tenir, elle ne savait pas les toucher, elle ne savait même pas les laver, qu'elle n'est pas maternelle. Et lui dit, oh, un petit, mais vous êtes une bonne mère, c'est leur responsabilité à eux, tout ça, d'être heureux dans la vie. Parce que maintenant, ils sont adultes, c'est leur responsabilité, c'est pas de votre faute. C'est un peu facile, ça, hein. Parce que c'est vrai que quand on est adulte, c'est à nous d'être responsables de notre bonheur. Mais ils ont quand même fait des sacrés dégâts dans leur mode d'éducation et ils ne prennent pas leurs responsabilités, alors que c'est un fiasco, ils ont des responsabilités et en plus de ça, ils n'ont aucun droit. Donc c'est de leur responsabilité d'être heureux, mais dès que tu es heureux, on va t'enlever le conjoint et tu n'as pas le droit et tu dois faire tout ce qu'on te dit. Quel faux cul. On est vraiment chez Fauculante, quoi. Oh, mon Dieu. Et elle dit, oui, s'ils peuvent encore s'en sortir. Ben, vu le nombre de dégâts, c'est pas gagné, hein. Et vu les interdictions, vu comment ils agissent encore, c'est vraiment, mais quelle hypocrisie. Il répond, tôt ou tard, ils y arriveront. Voilà, c'est toujours leur philosophie, c'est attendre, hein. Après, c'est vrai que c'est le défi de chacun dans son plan d'incarnation de reprendre son pouvoir et de prendre des bonnes décisions pour aller vers son bonheur. Mais là, ils n'ont aucun droit dans cette famille, c'est une secte. Et comme ils sont tous lâches, qui sont tous à pas vouloir perdre leur fric, bah, ils font tous les bons chiens pour avoir leur sucre en or et puis pas perdre leurs avantages financiers. Bah, la renommée, l'image, l'argent, voilà. Donc en fait, ils sont quand même tous un peu mal barrés dans cette secte. Et puis, ils ont des parents qui ont franchement échoué dans leur rôle de parents. Voilà. Bon, il est triste cet épisode. C'est un fiasco total. Voilà. Bon, voilà. Je vous laisse aller voir cet épisode, l'apprécier, et je vous dis à bientôt.